Comment est-ce que vous expliquez, un paradoxe dans lequel, on assiste au retour en force des énergies fossiles? Bah, je pense que tout le monde est maintenant conscient que ils sont trop dépendants à l'énergie fossile. Et donc, moi, je pense que à long terme, une des conséquences de cette guerre est qu'ils vont investir davantage dans l'énergie renouvelable. Et donc, ça, c'est très important. Et je constate ça déjà au niveau européen, où on parle de plus en plus de accélérer en fait l'installation au niveau européen un réseau d'électricité totalement intégré. Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous faire confiance. Et pour tout cela, écoutez, au nom de l'équipe de TV Finance, je vous en remercie beaucoup. Et donc, on continue dans cet état d'esprit, dans cet esprit, avec notre prochain invité, Koen Deleuze, qui va apporter des éclairages nécessaires à cette compréhension, à cette situation géopolitique vraiment compliquée, et notamment sur ses impacts à long terme. Et donc, pour aborder les conséquences durables de la guerre en Iran, j'ai le plaisir de retrouver Koen Deleuze. Bonjour Koen. Bonjour. Merci beaucoup Koen d'être avec nous ce matin. Koen Deleuze, je rappelle que vous êtes chief économiste chez BNP Paribas, que vous avez également écrit un livre, le dernier, je crois, de mémoire, dont le titre est Les 5 tendances de la nouvelle économie mondiale, coécrit si ma mémoire est bonne. Koen avec nous donc pour voir ce matin les conséquences durables de la guerre en Iran, puisque face à une demande croissante en énergie renouvelable, comment est-ce que vous expliquez un paradoxe dans lequel on assiste au retour en force des énergies fossiles? Bah, je pense que tout le monde est maintenant conscient que ils sont trop dépendants à l'énergie fossile. Et donc, moi, je pense que à long terme, une des conséquences de cette guerre est qu'ils vont investir davantage dans l'énergie renouvelable. Et donc ça, c'est très important. Et je constate ça déjà au niveau européen, où on parle de plus en plus de accélérer en fait l'installation au niveau européen un réseau d'électricité totalement intégré. Pourquoi totalement intégré? Parce que comme ça, on peut transporter, par exemple, l'énergie solaire venant de l'Espagne vers la Norvège et vice-versa, on peut transporter l'énergie éolienne de Norvège vers l'Espagne. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est en train de se passer. Ce n'est pas seulement en Europe que ça se passe, mais c'est partout au monde. Et on se prépare pour ça. Et une des conséquences de tout le chaos, mais aussi de cette guerre en Iran, c'est par exemple l'importance énorme de faire des deals commerciaux, comme l'Europe l'a fait tantôt, comme l'Europe l'a fait il y a quelques jours avec l'Australie. Pourquoi l'Australie? Parce que là, si on regarde l'Australie, il possède pas mal de matières rares. Et naturellement, les matières rares sont très importantes pour faire cet investissement en énergie renouvelable. Et cela, on va constater de plus en plus partout dans le monde, de plus en plus de commerce, de deals commerciaux, de plus en plus d'investissements dans l'énergie renouvelable afin de diminuer la dépendance par rapport aux énergies fossiles. Et ça va rendre, je pense, à long terme aussi, le monde plus calme parce qu'il y a eu pas mal de guerres qui ont été menées à cause de la dépendance sur l'énergie fossile. Exactement, la guerre actuelle c'est une guerre géopolitique pétrolière, hein, c'est de la pétro-géopolitique. Ça, c'est pour le long terme. Koen, j'ai deux petites réserves quand même. À court terme notamment, puisque les 27 ont reconnu, comme vous le dites, la nécessité de solutions actant la transition énergétique, accélérant la transition énergétique en Europe. Ils ont donc demandé à la Commission européenne de présenter en urgence des propositions concrètes. Pour l'instant, rien sur la table. Deuxième chose,
à l'heure actuelle, on observe quand même une accélération des investissements dans les pipelines dans les pipelines et dans les gazoducs. Deuxième chose, troisième chose, même si se sont arrêtés, les infrastructures énergétiques ont été ciblées par les différents belligérants. On chiffre les coûts à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Ce sont des investissements qui, au lieu d'être orientés vers la transition énergétique, vont de facto être orientés vers l'industrie fossile. Oui, oui, c'est vrai. Et naturellement, on ne peut pas être tout à fait indépendant. Si on regarde au niveau d'énergie, on constate encore toujours que 30% et 30% de l'énergie vient de pétrole, par exemple. Et en plus, il y a 20% qui viennent de gaz. Donc, on peut parler très facilement d'énergie renouvelable, mais l'énergie renouvelable, ça, allez, la quote-part d'énergie renouvelable dans le mix total de consommation d'énergie n'est qu'à 14%. Et donc, ça veut dire qu'on, même si on investit davantage, on ne va pas pouvoir diminuer cette dépendance par rapport à l'énergie fossile énormément. Donc, ça veut dire aussi qu'on doit continuer à investir dans des pipelines, certainement des pipelines venant du Moyen-Orient, parce que là, on a constaté que si on est trop dépendant de cette détroit d'Ormuz, eh bien, on connaît la conséquence maintenant. Hein. Aujourd'hui, il y a à peu près 20 millions de barils par jour qui ne peuvent pas entrer sur le marché mondial. Donc, même si on veut diminuer la dépendance par rapport aux énergies fossiles, il faut continuer à investir aussi dans l'énergie fossile parce que, oui, aussi dans les processus industriels, l'énergie fossile, le pétrole, mais aussi la gaz pour les engrais, ça restera quand même, oui, nécessaire pour oui, la chimie, pour les engrais, pour beaucoup de choses. Donc, le problème est qu'on doit investir aujourd'hui pas seulement dans les énergies fossiles et certainement le transport d'énergie fossile. Deuxièmement, il faut faire au même temps faire la transition vers un environnement beaucoup moins intense en énergie fossile, je dirais. Oui, exactement. Vous parlez donc de ce monde d'après. Il y a une autre facette de ce monde d'après, même si on se posait déjà la question en 2009. C'est l'ère post-Pax America, la paix Amérique, l'ère d'après, dans un monde donc qui passe de bipolaire à multipolaire. Il y a peut-être un autre secteur d'investissement, peut-être. Koen, est-ce que peut-être que vous chuchotez à l'oreille de vos clients, peut-être que le secteur militaire est un secteur qu'il faut regarder de près. Oui, certainement. Si on veut être indépendant dans ce monde chaotique, il faut investir dans le militaire. Problème est aujourd'hui que le Pax Americana, comme vous venez de dire, est totalement révolu. Donc, on est entré dans une nouvelle ère. Les États-Unis ne veulent plus jouer la police. En plus, il y a des autres pays comme par exemple la Chine, mais aussi l'Inde ou le Brésil ou l'Union européenne unie qui, eh bien, qui veulent avoir une place autour du table pour discuter des règles. Et là, ça veut dire qu'au lieu d'avoir un seul police, il y aura beaucoup plus de police. Et au moment où il y a beaucoup plus de police, probablement l'un écoute l'autre, mais pas trop, à ce moment-là, on sait aussi qu'il y aura beaucoup plus de conflits. Parce que ce n'est pas seulement les États-Unis qui décident maintenant quand un conflit s'arrête, et ce n'est pas seulement les États-Unis qui décident, OK, on va créer maintenant
un conflit. Donc, ça veut dire que dans ce monde multipolaire, si on veut avoir sa place autour du table, il faut qu'on a une force militaire. Et donc, ça veut dire aussi, comme vous venez de dire, il faut investir davantage dans le militaire. Et il y a certainement deux places économiques du Moyen-Orient majeures qui se posent actuellement cette question. On les présentait avant le début de la guerre en Iran le 28 février comme la Suisse, comme la Suisse du Moyen-Orient. Je pense évidemment à Riyad et Dubaï. Riyad, encore aujourd'hui, deux morts ont été recensés en Arabie Saoudite. Résultat, que doivent faire Riyad et Dubaï? On le sait qu'ils avaient tout misé sur l'économie du divertissement, présenter leur pays comme étant les plus sûrs. Eh bien, tout tombe à l'eau. Ils ont cherché à se diversifier, à s'indépendantiser, si je puis dire, de la manne pétrolière et de la manne gazière. C'est totalement à plat. Est-ce que l'avenir est très sombre pour ces deux places économiques? Bah, il y a pas mal de choses qui ont changé naturellement avec cette guerre, hein. Si on regarde par exemple l'immobilier, eh bien, les prix de l'immobilier ont diminué de 40%. 40% depuis le début de cette guerre, donc c'est énorme. En plus, oui, ils sont conscients aussi que, oui, de plus en plus, les pays sont en train de faire cette transition climatique. Donc, ils étaient au courant que tôt ou tard, leur ère ou l'ère de la période d'énergie fossile serait révolue aussi. Et donc, pour cette raison-là, ils ont investi et ils sont en train d'investir des montants gigantesques dans la chimie, mais pas seulement dans la chimie, aussi dans l'entertainment, comme vous venez de dire. Et aujourd'hui, on constate déjà que Dubaï est un hub très important au niveau aérien. Et donc, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, c'est un pas en arrière énorme. Euh, il reste quand même que la situation, donc le positionnement de ces pays-là est et reste très stratégique, juste entre l'Asie et l'Europe, mais je peux m'imaginer que les entreprises qui étaient prêtes à investir énormément dans cette région vont réfléchir deux fois avant de s'y investir à fond. Donc oui, c'est un pas en arrière énorme et oui, ça va prendre du temps avant que les investisseurs reprennent confiance et recommenceront à investir dans cette région. Exactement, vous avez tout dit, Koun. Effectivement, les deux pays qui étaient en train d'accélérer leur transition vers un nouveau modèle économique, eh bien, tout est désormais mis à plat. Pour autant, si j'ai bien compris, Vision 2030, le plan de développement de l'Arabie Saoudite reste toujours en vigueur. Il est juste décalé de quelques années, si j'ai bien compris. Mais voilà, l'esprit, la philosophie la puissance économique, l'orientation économique et financière va dans ce sens-là. On va finir, Koun, avec ce qui va secouer très probablement les marchés financiers à la fin 2026, fin de l'exercice 2026, ce sont les midterms aux États-Unis, puisque, eh bien, selon les derniers sondages très récents, ils datent d'il y a à peine quelques jours, eh bien, les démocrates ont le vent en poupe et ils disposent actuellement d'un soutien supérieur de 5 points par rapport aux candidats républicains. Quelles conséquences ça pourrait avoir, ça, si c'était le résultat au lendemain des élections? Voilà. Je pense que à court terme, la conséquence la plus importante sera que la guerre se finit plutôt tôt que tard. Parce que on constate que cette guerre est immensement impopulaire auprès des Américains. À peu près 65% des Américains disent qu'ils ne veulent pas de cette guerre. Aussi, ça va tout à fait en contre au promis de Donald Trump durant son campagne électorale, où il a dit, OK, on ne va plus engager les États-Unis dans des guerres inutiles. Eh bien, s'il y a une guerre inutile, c'est la guerre en Iran. Ça, c'est assez évident. Et donc,
Oui, quelle est la conséquence à long terme? Eh bien, si les démocrates remportent les élections, s'ils atteignent une majorité dans le Sénat, mais aussi une majorité dans la Chambre des représentants, eh bien, ça veut dire que pour les années prochaines, les 2 années après 2026, eh bien, Donald Trump ne peut plus faire grand-chose. Et donc, à ce moment-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit attendre de Donald Trump. Un Trump enchaîné, tout à fait enchaîné. Est-ce qu'on va constater à ce moment-là un Trump plus calme ou un Trump qui s'en fout de tout? Ça, je ne sais pas, mais oui, ça, on va voir. Mais certainement, cette guerre, pour les républicains, c'est néfaste pour les élections. Et donc, oui, la bonne chose est que probablement la guerre en Iran finira plutôt tôt que tard. Et pour répondre à votre interrogation, un début peut-être de réponse, Kuhn, vous avez demandé qu'est-ce que pourrait faire Donald Trump. Je vous ai dit qu'il devançait de 5 sièges, les démocrates devançaient de 5 sièges les républicains. Regardez ça date d'hier. Hein. La riposte a commencé, la riposte de Donald Trump a commencé. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a convoqué une session extraordinaire pour redessiner la carte électorale afin d'y inclure jusqu'à 5 sièges à tendance républicaine supplémentaires. Donc la riposte est en cours, rien n'est fait encore. Voilà, voilà. Exactement, rien n'est fait. Et puis j'ajouterai une dernière donnée qui est tombée hier. 65% des Américains anticipent désormais une récession dans les 12 prochains mois. Évidemment, ça ne va pas dans le sens du Parti républicain. Voilà, c'est ça. Et ça aussi, hein, plus long ça dure, plus ça va faire mal à l'économie. Et à la fin de la jour, on dit toujours it's the economy stupid. Donc, si on va vers une récession dans le deuxième ou le troisième trimestre, ça ne va pas être très bon pour les élections et les réélections des républicains. Kuhn, alors je vais sortir du cadre de notre interview. Je suis désolé, si vous voulez pas répondre, vous pouvez, évidemment, je comprendrai, hein, c'est quand même. Mais vous parlez justement de scénario récessif, récessionniste. Est-ce que chez BNP Paribas, vous êtes chef économiste chez BNP Paribas, est-ce que c'est un scénario que vous avez modélisé, vous? Je suis chief économiste chez BNP Paribas Fortis, donc OK, voilà. Mais oui, on envisage une récession, mais naturellement, tout dépend de la longueur de la guerre. Si on finit avec la guerre dans les semaines à venir, OK, on va subir un choc, mais probablement, ça se limite à une diminution taux de croissance de, disons, 0,4-0,5 points de pourcentage. Donc là, on survit. Naturellement, si on constate que le prix du pétrole reste à un niveau de $100 par baril pour les semaines, les mois à venir, donc à ce moment-là, on envisage une récession dans le deuxième et le troisième, certainement dans le deuxième et troisième trimestre de cette année-ci. Après, il y aura une réaccélération, mais oui, plus ça dure, plus la probabilité d'avoir une récession commence à être élevée. Exactement, les grandes banques américaines qui modélisent ce risque récessif jusqu'à 40%, sachant qu'en temps normal, on est plutôt à 20%. Donc voilà, il y a effectivement une vraie tendance qui se dessine. Merci beaucoup, Kuhn, d'avoir été avec nous ce matin. J'étais ravi de vous retrouver chez TV Finance. C'est toujours un plaisir de vous écouter. On apprend énormément. Je vous en remercie beaucoup. Kuhn Deleuze, vous êtes Chief Economist chez BNP Paribas Fortis. Vous êtes également co-auteur des 5 tendances de la nouvelle économie mondiale. Et c'est un livre que je conseille à tout le monde. Et je ne suis pas le seul, puisque de mémoire, je crois que c'est The Economist, ou c'est ça hein, qui est également le conseiller. Le Financial Times. On pinaille, ce sont deux excellentes sources. Donc bref, voilà un livre à avoir sur sa table de chevet pour comprendre. En plus, c'est très intéressant. Moi, je l'ai lu l'année dernière. On comprend l'environnement d'aujourd'hui grâce à vous. Merci beaucoup, Kuhn. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Nous, de notre côté, on va poursuivre dans notre esprit d'éclairage, d'explication, puisque dans un instant, c'est l'agroéconomiste
Jean-Marie Serroni qui sera avec nous à distance, en duplex. Il va revenir, lui, sur un autre aspect, une autre des conséquences de la guerre en Iran, c'est l'impact dans le monde agricole. Et notamment, beaucoup parlent, et les institutions les plus respectables, mais pointent le fait bien, que nous sommes à l'orée d'une crise alimentaire mondiale comparable à celle que le monde a traversée en 2008. À tout de suite sur TFI.